Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous étudierons le rôle des consuls et du cursus honorum dans la Rome républicaine. La République romaine est née du renversement du dernier des 9 rois légendaires de Rome, Tarquin le Superbe, en 509 avant l'ère commune. Ce système politique mythique durera près de 500 ans jusqu'à l'avènement du fils adoptif de César, Octave, qui reçut le titre d'Auguste en 27 avant notre ère. Proposant un modèle alternatif à la royauté, les Romains développèrent le statut de magistrat pour diriger cette cité promise à un avenir grandiose. En effet, la République romaine est gouvernée par trois institutions essentielles que sont le Sénat, les comices, rassemblant les assemblées de citoyens, et les magistrats. L'ensemble de ces magistrats suivent fidèlement le cursus honorum qui organise la carrière des administrateurs et hommes politiques romains sous la République et l'Empire. Grand 1, le cursus honorum comme source de stabilité de la République. Le cursus honorum repose sur deux principes établis progressivement. D'une part, qu'il est interdit d'être renommé dans une magistrature, d'autre part, qu'il y a une succession dans l'ordre des nominations avec des intervalles. Tout d'abord, pour ce premier principe, un plébiscite adopté par la République romaine en 340 interdit d'occuper deux fois la même charge avant l'écoulement d'un délai de 10 ans. Ensuite, la plus grande réforme de la magistrature intervint par la Lex Julia Annalis, adoptée en 180 avant notre ère, qui est venue poser le cadre des étapes de la magistrature romaine en fixant les conditions d'âge requises et en imposant ce second principe d'un intervalle minimum de 2 ans entre chaque magistrature, le biennum. Il en ressort que le cursus honorum s'effectue dans cet ordre, l'ordo cartus magistratum. Il commence avec le tribunat de la plèbe où il faut être âgé de 27 ans, puis la questure à 30 ans, l'édilité plébéienne et curule à 36 ans, la préture à 40 ans, le consulat à 42 ans, et enfin la censure à 44 ans, et en réalité beaucoup plus. Enfin, une fonction particulière servant surtout en situation de crise est prévue, c'est la dictature. Contrairement à bien des idées reçues, cette échelle ne correspond pas exactement à la hiérarchie. Cette dernière est bien plus complexe, puisqu'il convient de prendre en compte non seulement la potestas, mais aussi l'imperium. L'ensemble de ces stades que les Romains doivent franchir avant d'atteindre l'honneur suprême qu'était le consulat permet le développement d'une professionnalisation du statut de magistrat qui requiert la vie entière de l'intéressé. La magistrature devient plus qu'un métier, elle constitue une véritable vocation. Pour y accéder, les candidats doivent se faire élire et une fois l'élection achevée, le candidat élu doit obtenir deux actes confirmatoires. L'un des dieux, il doit prendre l'auspicium pour obtenir l'accord de la divinité, et l'autre du peuple. Les comices curiates doivent toujours voter la lex curiata de imperio qui attribue l'imperium à sa demande. Au 1er siècle avant l'avènement de l'Empire, les consuls passaient la plupart de leur temps à Rome pour des tâches citoyennes. Ils sont devenus plus visibles dans la société romaine, augmentant la promulgation de lois civiles. Un passage s'observe entre les consuls imperatores des siècles précédents et de ces nouveaux consuls plus politiciens. La responsabilité militaire est progressivement passée dans les mains des pro-magistrats, comme le prouvera l'invasion de la Gaule par le proconsul Jules César. Les magistrats romains étaient susceptibles d'exercer 4 pouvoirs distincts. En premier lieu, il y a la potestas qui donne à tout magistrat le droit de représenter la res publica et qui désigne aussi le pouvoir de nommer des fonctionnaires. En deuxième lieu, certains magistrats disposent de l'auspicium qui désigne le droit de consulter les dieux pour un acte public par la prise de certains signes comme le vol des oiseaux. Il est vrai que tout citoyen peut prendre les auspices, mais les magistrats agissent ce faisant au nom de la res publica. Au sein de l'affaire Ventrum, les auspices doivent être obligatoirement pris lors de la nomination des magistrats, pour la convocation des comices ou pour le départ des troupes à la guerre. Ce pouvoir, témoin d'un partage de compétences entre la magistrature et le sacerdoce, les prêtres, est souvent octroyé aux seuls magistrats disposant de l'imperium, c'est-à-dire le dictateur, les consuls ou le préteur. Le troisième pouvoir, c'est l'imperium, emprunté directement à la monarchie étrusque, qui se distingue entre l'imperium domi, qui s'exerce dans l'urbs, c'est-à-dire la zone sacrée de Rome, et l'imperium militiae, qui s'exerce hors des limites de l'urbs. Le premier comprend comme caractère essentiel le droit de coercition qui s'exerce à la fois à l'encontre des personnes, mais aussi contre les biens. Le second, l'imperium militiae, est attribué à tout magistrat supérieur, c'est-à-dire aux deux consuls et aux préteurs. Il désigne le pouvoir de commander l'armée, et plus particulièrement le pouvoir de convoquer et de lever l'armée, de nommer les officiers, de faire la guerre, d'administrer les choses militaires, de battre la monnaie dans la mesure de la nécessité de l'armée.
En dernier lieu, les magistrats peuvent avoir le pouvoir de jurisdictio, qui est aussi un élément de l'imperium. C'est le pouvoir de dire le droit et d'ouvrir le procès aux plaideurs. Grand 2, les dérogations au cursus honorum, précurseur de la fin de la République. Les guerres puniques, en particulier la deuxième menée par Hannibal Barca et la dictature de Sylla, ont profondément impacté le système politique romain. Les consulaires se voyaient confier des tâches à haute responsabilité. De facto, la survenue de leur mort durant les batailles contre Carthage causa toujours un retentissement intense dans la chaîne de commandement romaine. À l'issue de cette deuxième guerre punique, de nombreuses dérogations au cursus classique ont été observées. Le vainqueur d'Hannibal, Scipion l'Africain, fut ainsi élu consul en 205 avant notre ère, avant l'âge ordinairement requis. Après ce conflit majeur, de nombreux consuls ont conservé leur imperium comme proconsul, bien que très peu aient repris le consulat, ce qui va à l'encontre des préceptes du cursus traditionnel. Cette première période de troubles laissa place à une certaine stabilité, puisqu'entre l'an 200 à 80 avant l'ère commune, seuls 12 hommes, c'est-à-dire 6% des consuls, ont occupé le consulat plus d'une fois. Malgré cette stabilité retrouvée, le rôle des consulaires a été substantiellement changé dès lors que la guerre a laissé peu de place à l'activité diplomatique et que le rôle des consulaires a diminué en temps de paix afin de remplir un rôle de plus en plus important dans les terres conquises. Les consuls avaient un rôle dans la politique intérieure et extérieure. Extérieure puisqu'ils devaient diriger les armées en province. Intérieure puisqu'ils avaient des permanences à Rome de quelques semaines à plusieurs mois par an. Même si les consuls avant la dictature de Sylla n'étaient pas de fervents législateurs, la promulgation de lois, par leurs soins, va s'intensifier durant le dernier siècle de la République. Cette dictature représente la seconde grande menace exercée sur les magistrats. Le consul Lucius Cornelius Sulla, dit Sylla, fut déchu de son imperium par un tribun et décida de marcher sur Rome avec ses légions. Suite à sa victoire sur les consulaires lors de la bataille de la Porte-Colline, le 1er novembre 82 avant notre ère, Sylla reprit le pouvoir en se faisant nommer dictateur pour une durée indéterminée afin de réformer la res publica. Par des lettres de proscription affichées sur les forums romains, Sylla procède à une purge de nombreux consulaires qui finissent par prendre la fuite ou être tués. À la mort du dictateur, l'ensemble de ces réformes fut abrogé pour permettre notamment de redonner l'accès à l'ensemble des magistratures du cursus honorum à ceux qui avaient été tribuns de la plèbe. Ce tribunat devint une magistrature recherchée en début de carrière, à telle enseigne que les lois tribuniciennes furent nombreuses à cette époque, en particulier celles qui investirent Pompée, César et Crassus de commandements militaires extraordinaires, et qui formeront tous trois le premier triumvirat. Preuve du changement profond d'un cursus honorum en perdition, se mutant en pouvoir personnel, l'autorité appartiendra maintenant aux imperatores, à la tête de leur légion, amorçant la fin de la République. Conclusion. En conclusion, les anciens consuls se voyaient souvent confier le commandement militaire en situation de crise du fait de leur expérience indéniable. À cette fin, il était possible que certains consulaires soient rappelés au rôle de tribuns militaires qui se trouvent pourtant bien plus bas dans l'échelle du cursus honorum. En réalité, ceci n'est pas nécessairement étonnant puisque pour diriger les armées, c'est toujours l'expérience militaire qui sera privilégiée. Ces consulaires, qui ne disposent pourtant plus de l'imperium, commandent dans les faits plusieurs milliers d'hommes en raison de leur expérience et de leur prestige. Le cursus honorum était la pierre angulaire du système politique romain, faisant de sa chute celle de la République. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous dis à plus tard sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre notre page Facebook dont le lien se trouve en description. Si vous voulez plus d'informations sur les images utilisées, tous les liens se trouvent en description. Enfin, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire.